Bonjour à tous, je m'appelle Jeanne, bienvenue sur ma chaîne Pile à lire, et une fois n'est pas coutume, je vais vous faire un point lecture. Il se trouve qu'avec le confinement, la fin de mon dernier travail et mon déménagement qui approche, je n'ai pas acheté de nouveaux livres, et j'ai très envie d'avancer dans ma pile à lire. Du coup, j'ai lu énormément de romans, que ce soit pour la jeunesse ou pour les grands, et je me suis dit qu'au lieu d'attendre de faire des posts sur Insta, j'allais vous faire une petite vidéo pour vous raconter un petit peu tout ça. Je fais pas souvent des points lecture parce que je trouve que c'est pas forcément toujours très intéressant de voir tout ce que les gens lisent, mais moi j'ai fait là vraiment d'excellentes lectures, dont des qui ont été des bonnes surprises, et j'ai envie de partager ça avec vous. Peut-être ça peut vous donner des idées pour plonger vous-même dans votre pile à lire, et vous donner envie d'emprunter ces livres-là à la bibliothèque ou d'aller les chercher en librairie une fois que ce sera possible. Je ne ferai pas de point lecture très souvent, hein. Vous allez voir sur ma chaîne, j'en ai pas énormément, mais chaque fois que je pense que j'aurais lu une dizaine, quinzaine de bouquins, j'essaierai de faire un petit point si c'était que des choses qui m'ont fait vraiment du bien. On va commencer avec 2 livres que j'ai abandonnés. Et je suis triste parce que je les avais depuis très longtemps dans ma pile à lire, mais maintenant j'essaie de plus avoir trop de scrupules sur le fait de laisser tomber des livres qui soit ne me plaisent absolument pas, que ce soit au niveau du thème ou du style ou du rythme, ou bien qui ne sont pas faits pour moi. Le premier, immense déception, je crois que j'ai lu 20 pages et j'ai laissé tomber, c'est le premier tome de L'héritière des Ravens, Sorcière malgré elle, de Merope Malo. J'adore les histoires de sorcières, comme vous avez sans doute pu le comprendre si vous avez déjà vu plusieurs vidéos sur ma chaîne, et là, l'héroïne en fait a eu des réactions tellement peu crédibles dès les premières pages du texte que j'ai abandonné. J'ai senti que ça partait vers une espèce de romance avec une héroïne qui se croit banale alors qu'en fait elle est parfaite, un peu comme Bella dans Twilight. Et c'est vraiment le genre de texte, ma vie est trop courte pour lire des choses pareilles. Je suis un peu méchante, désolée. Avant de prendre ma décision d'abandonner le livre, j'ai regardé plein d'avis sur internet et je suis assez contente de voir que beaucoup de gens étaient assez d'accord avec moi. Pour vous expliquer, l'histoire commence avec l'héroïne, dont j'ai oublié le prénom, qui revient après 8 ans passés dans une pension. Alors ça se passe en France, hein, à notre époque. Elle a plus de nouvelles de sa mère et sa grand-mère, je crois, depuis qu'elle est rentrée dans cette école. Donc moi je me pose des questions. Elle faisait quoi l'été? Jamais l'école ne s'est inquiétée de savoir pourquoi elle n'avait pas de nouvelles de sa mère ou de sa grand-mère. Et elle arrive et il y a un monsieur dans sa maison qui lui dit qu'en fait elles sont mortes dans un accident quelques mois après qu'elle soit rentrée à l'école et que c'est pour ça qu'elle n'avait pas de nouvelles mais qu'on voulait pas lui dire pour pas perturber ses études. Sa réaction c'est de mettre le mec dehors et elle est tellement énervée, elle va faire un jogging et elle rencontre un beau garçon le soir même qui est agent immobilier, qui va acheter sa maison, qui est beau gosse, qui a une moto. Elle va à un rencard avec le soir même. Et non, ça m'a semblé inapproprié. J'ai pas du tout aimé cette réaction-là. J'arrivais pas du tout à m'identifier au personnage, donc bon tant pis. Next. J'ai cru comprendre en plus que le côté magique arrivait très tard dans l'intrigue et que tout le long de la trilogie, ça allait de mieux en mieux, mais je n'ai pas le temps, je n'ai pas envie de prendre le temps de découvrir des premiers tomes médiocres en espérant que ça aille mieux par la suite. J'estime qu'une saga doit commencer par un tome sympa, et doit mériter d'avoir une suite plutôt que de commencer avec une espèce de brouillon un petit peu indigeste en espérant que ça aille mieux après. Je suis vachement méchante, je me rends compte, désolée. Le deuxième livre c'était Magie secrète de Hervé Joubert. Alors là c'est pas du tout la même chose. Je l'ai abandonné après une centaine de pages, non pas parce que c'était mal écrit ou parce que je trouvais que ça n'avait aucun intérêt, mais l'histoire c'est que ça se passe dans une espèce de Paris alternatif où la magie est liée au monde moderne. C'est une espèce d'Uchronie. L'empereur n'est pas Napoléon III, mais c'est Obéron III. Le héros, on le comprend très tard, je trouve, est un être aux origines un petit peu flou qui s'est donné comme but, en plus d'être une espèce d'espion détective privé, de recueillir des féeries sans domicile fixe et de les aider à s'intégrer à Paris. Et en fait, j'ai trouvé que cette lecture était très dense. Il y a beaucoup de notes de bas de page, donc je pense que c'est un choix de l'auteur et de l'éditeur d'avoir fait comme ça. Pour présenter l'univers, ils font des notes de bas de page qui ne sont pas dénuées d'humour et de clin d'œil, mais pour moi, ça m'a bloqué dans la lecture. Il fallait toujours
pour comprendre une référence que j'allais lire la note de bas de page. Il y en avait des fois qui étaient beaucoup plus grandes que le passage de roman sur la page. C'était, je pense que c'est un roman qui pourrait beaucoup plaire aux amateurs du Paris des Merveilles de Pierre Pével, ou aux gens qui sont fascinés par l'époque de la fin du 19e, ou des gens qui ont toutes ces références mythologiques et mythiques et folkloriques. Moi, j'ai trouvé ça un peu lourd, j'avais pas envie de lire ça à ce moment-là. J'avais l'impression qu'on ne faisait que m'introduire l'univers de plus en plus, et l'intrigue, qui se veut une intrigue un petit peu d'espionnage derrière, passe clairement au second plan. Moi, j'ai besoin de lire des romans qui sont menés par l'intrigue, ou en tout cas par des personnages très attachants. Et là, un roman où le personnage principal est le décor et l'univers créé par l'auteur, ça ne m'a pas aidé à plonger dans le roman. Donc j'ai laissé tomber. Mais je pense que ça peut plaire à beaucoup de gens et que c'était plutôt bien écrit. Pour les autres, je vais commencer par vous présenter une espèce de petit roman album. C'est The Moomins and the Great Flood et la Grande Marée. Je sais pas c'est quoi le titre en français, de Tove Jansson. Je l'ai acheté quand je suis allée en Angleterre l'année dernière. Et je suis très contente de l'avoir lu. J'ai jamais rien lu des Moomins. J'ai 2 autres textes des Moomins dans ma pile à lire. J'ai Comet in Moominland, qui est le premier roman qui est sorti après celui-là. Ça, c'est le premier texte où Tove Jansson a mis en scène les Moomins. Si vous ne connaissez pas Tove Jansson, c'est une autrice scandinave qui est entre autres la créatrice des Moomins, mais qui était aussi illustratrice et autrice. Au bout d'un moment, elle a donné les Moomins à son jeune frère, à son petit frère, mais qui était plus jeune du tout, pour qu'il continue l'histoire, parce qu'elle en avait assez d'être associée aux Moomins tout le temps sans cesse. Mais j'ai beaucoup aimé cette histoire. Ça m'a rappelé un petit peu les histoires douces amères de Winnie l'ourson ou même un peu de Peter Pan. J'ai trouvé qu'il y avait ce côté un peu suranné de la première moitié du XXe siècle. C'est l'histoire du petit Moomin et de sa maman, Moomin Mama, qui doivent trouver un abri parce qu'il pleut sans cesse et l'eau elle monte, et ils traversent une espèce de paysage enchanté. Ils rencontrent des personnages hauts en couleur, une tulipe, une créature bizarre, un monsieur qui a un royaume tout en bonbons. C'est une espèce d'aventure un peu entre Charlie la chocolaterie et Winnie l'ourson, je dirais, qui est très douce. On est à la recherche du papa, de Moomin Papa, qui est parti il y a longtemps et qui n'est jamais revenu et qui n'a pas donné de nouvelles. Et oui, j'ai beaucoup aimé. On sent que c'est un univers doudou dans lequel on a envie de se replonger. C'est assez joliment écrit, même si là c'est traduit en anglais. Et voilà, je suis très contente de l'avoir découvert, et je pense que je vais essayer de lire beaucoup plus de Moomins dans le futur. J'ai lu un essai, j'ai lu Beauté fatale de Mona Chollet, donc j'ai lu Sorcière au début de l'année, qui m'avait énormément plu. Beauté fatale est un essai qu'elle a écrit avant Sorcière, et j'ai trouvé que ça se sentait. Je trouve qu'elle est à l'apogée de son talent, qu'il soit persuasif ou journalistique ou même juste d'écrivaine, dans Sorcière que dans celui-ci. J'ai plus une impression d'une collection d'articles dont certains étaient surtout des analyses de séries ou de films ou de publicités, plutôt que dans un essai qui creuse beaucoup les choses. Et c'est peut-être aussi parce que moi, je me suis toujours beaucoup intéressée à comment les injonctions à la beauté parasitent la vie des femmes. C'est quelque chose que je lis depuis longtemps, et du coup, j'ai pas eu l'impression de lire des choses nouvelles. Néanmoins, je pense que ça peut être une très bonne porte d'entrée pour commencer à réfléchir sur le rapport entre la beauté et la féminité, comment les industries de la chirurgie esthétique, de la mode, du maquillage sont mêlées aux industries du divertissement, et c'est assez flippant. Elle parle notamment de l'exemple de Mad Men, qui est plutôt une dénonciation des prisons psychologiques qui étaient les maisons parfaites des années 50 pour les femmes au foyer. Et ça s'est transformé sur les blogs et sur Internet en « Oh là là, qu'est-ce qu'elles étaient féminines les femmes à cette époque, on devrait toutes se remettre à s'habiller comme dans Mad Men », alors que c'est pas du tout le propos de la série. C'était très intéressant, j'ai bien aimé ce passage-là. Voilà, donc pour moi c'est un essai sympa, une bonne porte d'entrée, même si je le trouve moins... il donne pas de coup de pied dans la fourmilière, il fait que trépigner autour, alors que Sorcière, je trouve qu'il tape dedans quand même. Voilà. Un autre livre que j'avais acheté en Angleterre l'an dernier, c'était A Pinch of Magic de Michelle Harrison. C'est un roman middle grade que j'avais chopé sur une table parce que je le trouvais très beau. Et j'en avais jamais entendu parler, je pense qu'il n'est pas encore prévu de traduction en français.
C'est une histoire de 3 sœurs qui sont coincées sur une île, enfin 3 sœurs, elles ont entre... La plus jeune doit avoir 5 ou 6 ans, la plus grande en a 16. Elles vivent avec leur grand-mère dans la taverne familiale. Leur mère est morte quand la dernière était très jeune et leur papa est en prison parce qu'il n'arrêtait pas de faire des bêtises et ils habitent justement sur l'île où se trouve la prison. C'est une île où beaucoup de gens qui habitent là sont en fait des proches de prisonniers pour qu'ils puissent leur rendre visite. Ensuite, la cadette de la famille qui s'appelle Betty, qui elle rêve de partir, d'explorer le monde, elle collectionne des cartes, enfin voilà, elle adore ça. Mais en fait, au début du roman, elle découvre que les filles de sa famille sont maudites depuis plus de 150 ans. Elles ne peuvent pas quitter l'île sous peine de mourir. Voilà, il y a une malédiction. On pense que c'est lié à une histoire d'une sorcière qui était enfermée dans la prison il y a 200 ans. Et elles vont mener l'enquête pour voir comment s'en sortir, en même temps qu'il y a tout plein de petites sous-intrigues qui s'impliquent. J'espérais une grande aventure magique et j'étais un petit peu déçue du côté huis clos du roman. Je pensais qu'elles allaient finir par réussir à s'évader, partir et faire une espèce de course contre la montre pour vaincre la malédiction. Et c'est le cas, mais elles restent sur l'île. Et ça, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Et l'intrigue fonctionne beaucoup un peu en étoile. On va aller par là, ça va changer tout. Ah non, on revient au début. Puis on va aller par là, puis en fait non, on revient au début, on est coincé. Bon, on va essayer cette piste-là, ah, ça marche pas, on revient au début. Et c'est très frustrant. Je pense que c'est très bien pour transmettre la frustration des héroïnes, mais en tant que lecteur, on a juste envie de voir que ça avance. J'étais très déçue de la fin, jusqu'à ce que je découvre qu'un tome 2 est sorti là en février 2020. Donc je l'ai mis dans ma wishlist et de toute façon, je pense que je le lirai parce que je me suis vachement attachée aux petites héroïnes de ce roman et je pense que je lirai la suite avec plaisir. J'ai enfin lu le premier tome des Mystères de Laris Penn. Il faut savoir que j'ai en possession depuis 2015, je crois que je l'ai acheté la semaine de sa sortie française. Et il a fallu que mon amie Agatha me propose une lecture commune parce qu'elle l'avait également pour que je le lise et ça se lit très vite et plutôt bien. On est aussi dans un pari alternatif où en fait les communards ont gagné lors de la commune et grâce notamment à un trio de bouchers qui ont réussi à mener la révolution. Du coup, Paris est devenu l'Arispem et c'est une espèce de république enclavée au sein de la France. L'Arispem est une ville où l'intérêt c'est de développer la technologie pour faire valoir la science et la connaissance et l'offrir au peuple entier. On suit 3 personnages. Une jeune fille qui vient de France et qui vient faire des études, enfin qui est apprentie horlogère à Paris. Alors sachant qu'horloger c'est très réputé parce qu'en fait on fait travailler tous les automates qui actionnent beaucoup de choses dans la ville. Une jeune bouchère qui a pas sa langue dans sa poche, qui s'appelle Carmine, qui est la fille d'un ancien esclave et qui a un tempérament de feu et qui aime bien voler des choses la nuit pour arrondir ses fins de mois. Et ensuite un jeune homme qui est dans un orphelinat. Les orphelinats sont des choses très confortables. Enfin, c'est des endroits où on inculque beaucoup de savoir aux enfants et on essaye de les faire quitter l'orphelinat avec un métier. Donc, et lui, il attend là, il sait pas trop ce qu'il va faire de sa vie parce qu'il a pas une personnalité très forte et il souffre beaucoup de pas savoir comment il va trouver sa place et il découvre un peu une espèce de complot mystique, magique dans son orphelinat. Les 3 histoires sont liées, bien entendu, et c'est assez intéressant de voir comment les personnages finissent par se retrouver ensemble. Et j'ai trouvé que contrairement à Hervé Joubert dont je vous parlais tout à l'heure, ici, l'équilibre entre présenter un nouvel univers créé de toutes pièces par l'auteur et une intrigue est vachement bien respecté. On alterne entre des moments assez long, mais pas ennuyeux du tout à lire, où on nous décrit que Jules Verne est un personnage très important au niveau du gouvernement, parce que c'est de son imagination que naissent des machines incroyables. On lit par exemple qu'il y a des automates partout, notamment des automates publicitaires. Il n'y a pas de métro, mais il y a un espèce de tramway aérien. Il y a des zeppelins, enfin c'est un univers on arrive très bien à se le représenter. C'est aussi un univers très sanglant. La caste la plus haute dans la hiérarchie, c'est les bouchers, avec tout ce que ça implique de couteaux, de sang, de références à la viande et à la chair. Si vous êtes un grand ami de la cause animale et que vous pouvez pas passer au-dessus pour apprécier l'intrigue, ça risque d'être un petit peu too much. Moi j'ai trouvé, pourtant j'ai hyper bien accroché, que c'était très sanglant. Après c'est un tome d'introduction, et je suis un peu restée sur ma faim à la fin de ce texte-là. Heureusement le tome 2 et le tome 3 sont sortis, donc dès la fin du confinement je pourrais me les procurer et finir la trilogie. Vraiment c'était très chouette. Une très bonne lecture, très divertissante, pas un coup de cœur, mais
Mais vraiment, je regrette d'avoir attendu si longtemps pour le lire alors que ça se lisait tellement tout seul. Vous me l'aviez conseillé en masse l'année dernière quand j'avais fait ma vidéo sur ma pile à lire et j'ai enfin lu La Servante écarlate, The Handmaid's Tale. C'est le dernier livre que j'ai lu ces derniers temps, enfin je viens de le finir il y a 2 jours et je pense qu'il faut que j'attende encore un peu avant de parler plus en détail. Bien sûr, c'est un roman dystopique à la 1984, mais très centré sur la place de la femme dans la société, qui est très intéressant à lire, qui fait un peu froid dans le dos, parce qu'il y a des choses qui ressemblent un petit peu à des événements qui se passent dans des pays actuellement. Mais je pense qu'il y a quelque chose dans le traitement des minorités ou de certaines classes religieuses qui m'ont mise mal à l'aise. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai lu trop vite et j'ai mal compris parce que c'était en anglais, mais notamment dans l'épilogue, qui est une espèce de conférence historique qui se passe des années après le texte, donc je vous spoil pas trop, hein, je vous rassure, je ne dis pas ce qui arrive à la dame, etc. Mais il y a une conférence comme des profs d'histoire qui parlent des faux profs d'histoire qui parlent de ce texte, et il y a quelque chose que j'ai pas compris. Est-ce que, par exemple, est-ce que le mal qui ronge cette société ne touche que les blancs caucasiens? Il y a quelque chose que j'ai pas compris. Et je crois que j'ai besoin de lire davantage de choses sur ce roman pour pouvoir en parler. Alors après, j'ai commencé à regarder la série du coup pour comparer. C'est beaucoup plus soft que la série, dans le sens où l'héroïne est beaucoup plus soumise parce qu'il faut bien survivre. Il y a beaucoup moins d'événements sanglants. On assiste beaucoup moins à des scènes violentes. La violence, elle est surtout psychologique. Et c'est déjà pas mal. J'ai trouvé qu'il y a un peu plus de spectaculaire dans la série. Alors après c'est normal, la série c'est visuel, il faut un petit peu du spectaculaire, mais j'ai trouvé que le roman était beaucoup plus soft que ce à quoi je m'attendais. C'est une espèce de thriller psychologique inversé. Je sais pas comment expliquer. Je trouve que c'est une lecture très enrichissante, mais il faut que j'y réfléchisse davantage pour mieux en pouvoir en parler. J'ai aussi lu sur ma liseuse L'envol du moineau de Amy B. Brown. Je crois que c'est ça. C'était très drôle parce que je l'ai lu juste avant La Servante écarlate. Et L'envol du moineau, ça parle du destin d'une femme qui a vraiment existé au XVIIe siècle. C'est la femme d'un pasteur qui vit dans une colonie anglaise aux États-Unis. Mais c'est pas encore les États-Unis, c'est les colonies britanniques en Amérique. Et j'ai beaucoup aimé parce que déjà ça se passe au tout début de l'installation des colons britanniques en Amérique. Et en fait, cette femme a une destinée intéressante parce qu'en fait elle a été faite prisonnière par des tribus amérindiennes pendant 3 mois. Et elle l'a raconté, sa captivité, dans un récit par la suite. Et c'est pour cela qu'elle est connue, cette dame. Et là, en fait, c'est une version romancée de sa vie, où on va la voir se questionner sur ce qu'elle considérait comme sa liberté avant d'être emprisonnée par les Indiens. Bien sûr, c'est une époque très sanglante. Enfin, les Indiens sont pas des anges. On va arrêter le mythe du bon sauvage parce que ça c'est impossible. Non, il y a vraiment des guerres, il y a des massacres. Les tribus indiennes Enfin, je dis indien parce que dans le roman ils disent indien parce que à cette époque-là on dit indien. Je sais que c'est pas le terme politiquement correct aujourd'hui, mais dans le roman, ce sont les Indiens contre les Anglais. Les Indiens dans ce roman sont des gens qui savent que leur mode de vie est en train de disparaître à cause des maladies et des guerres avec les colons et qui sont en train de tout faire pour essayer de survivre. Donc l'héroïne Mary est la femme du pasteur d'une petite ville. Elle a 3 enfants et je pense qu'elle est déjà plutôt d'âge mûr, enfin elle a entre 30 et 40 ans au début du roman, et elle se fait prisonnière des Indiens alors que son mari est parti essayer de négocier la construction d'un mur autour de leur ville. Beaucoup de gens meurent, dont sa sœur Elisabeth, lors de l'attaque des Indiens, et elle est séparée de ses enfants, sauf une qui meurt dans ses bras quelques jours après l'attaque, et elle est vendue comme esclave à la chef d'une tribu. Bien sûr, il y a une relation de haine et de préjugés entre les 2 peuples, mais Marie va vite comprendre qu'elle a tout intérêt à bien se comporter avec sa maîtresse, qui au final lui laisse beaucoup plus de temps libre que quand elle était mère de famille dans une maison puritaine. Elle découvre la relation avec la nature, elle découvre les us et coutumes de ce peuple qu'elle ne connaît pas et sur lequel elle nourrit énormément de clichés.
Elle découvre qu'est-ce que c'est que d'être une femme dans cette tribu par rapport à être une femme de pasteur puritain. Elle découvre qu'est-ce que c'est de mettre des robes confortables, des mocassins qu'on dirait des pantoufles, de se lâcher les cheveux et de pouvoir déambuler sans avoir peur d'être dans le péché. Elle se questionne beaucoup sur sa religion. Et quand elle rentre 3 mois plus tard, elle est rachetée à la tribu. Son emprisonnement ne dure que 3 mois, mais quand elle est rachetée à la tribu et rendue aux colons, et ben elle passe son temps à se dire que elle n'arrivera jamais à se débarrasser de plein d'habitudes qu'elle a eues chez les Indiens. C'est hyper intéressant. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est toute cette critique du puritanisme extrémiste qu'il y avait dans ces sociétés. Et d'avoir lu La Servante écarlate juste après, j'ai vu les correspondances en fait. C'était assez dur. J'avais l'impression d'être moi, si La Servante écarlate était quelque chose que j'étais sûre que ça allait arriver dans le futur, j'étais l'impression d'être moi une femme qui est dans une parenthèse confortable entre 2 moments terribles pour les droits des femmes. Ça m'a beaucoup fait réfléchir. Et les romans historiques sur cette époque m'intéressent beaucoup, c'est notamment l'époque des chasses aux sorcières aussi, et où on voit le démon partout, et on essaie de l'exorciser partout, alors qu'en fait, il est dans les gens qui brûlent les femmes gratuitement. C'était une très bonne lecture. J'ai l'impression que j'en parle pas très bien, parce que je pense que j'ai encore du mal à savoir ce que j'en ai tiré, mais j'ai trouvé que la réflexion de Marie sur sa condition avant et après son passage dans la tribu amérindienne, c'était hyper intéressant. Je pense que l'autrice a fait un excellent travail de documentation, mais aussi d'adaptation en roman, parce qu'il y a des personnages auxquels on s'attache, des histoires d'amour qu'on espère voir fleurir, des personnages qui disparaissent et qui réapparaissent, avec ce petit côté aléatoire de la vraie vie. Il y a des personnages qu'on espère voir plus longtemps, puis en fait on les revoit plus jamais, parce que la vie c'est parfois comme ça. Je trouvais que c'était très bien. Par contre, si vous voulez lire ce roman, je vous déconseille d'aller après lire les vraies biographies des personnages, car ça peut être un peu décevant. Disons que l'autrice a réussi à faire que tout s'entremêle bien et à donner parfois des principes ou des aspirations à certains personnages qui n'ont pas l'air de correspondre à leurs personnages réels quand ils existaient pour de vrai. J'ai lu Le Roi des Fauves d'Aurélie Wallenstein. Comme vous pouvez le voir, j'essaye de lire plus de SFFF. Et ça, c'était beaucoup plus sanglant que ce à quoi je m'attendais, par contre. Alors, ça se passe dans un univers inspiré des légendes scandinaves et nordiques. On suit 3 adolescents, des grands adolescents, ils ont 16-17 ans, qui subissent la famine dans leur village, comme la plupart des gens dans le royaume, et un jour ils se décident à enfin aller braconner sur les terres du Seigneur, même si c'est complètement interdit. Ils tombent sur le Seigneur, qui leur propose de laisser partir à condition qu'ils puissent violer la fille du trio, et ils se laissent pas faire, et le Seigneur est accompagné d'une créature étrange, mi-homme, mi-bête, hyper flippante, qui est réputée impossible de vaincre. Ils ont l'impression de réussir à vaincre le Seigneur et sa bête, et puis en fait, ils vont être attrapés et être condamnés à être eux-mêmes transformés en bêtes. C'est une espèce de récit initiatique assez classique, où le héros est vous savez, c'est un jeune forgeron, pas le plus intelligent, mais le plus fort, qui a des bonnes intentions et des bons principes, qui vont être mis à rude épreuve tout le long du roman, et qui vont en sortir grandis. Enfin, vraiment, il y a un côté très quête épique, très héros grec, dans la quête du héros, donc rien d'extraordinairement original au niveau de l'intrigue. Ces 2 amis, une fille et un garçon, et la fille c'est son love interest, et le garçon c'est le mec très intelligent mais pas très costaud, qui fait des petites blagues pour alléger l'atmosphère. Donc vous voyez, un trio vraiment très classique, ne sont là que pour aider à l'élévation morale et éthique du héros. Pour l'aider sur son chemin pour devenir le meilleur. Enfin voilà, c'est un peu dommage. Après, l'univers est très intéressant. Il y a un côté très païen, dans le sens où la moindre chose peut être un sortilège, le moindre rêve peut être un présage. Il y a une espèce de magie des tripes. Et j'ai trouvé que tout ce qui était
du domaine de la métamorphose animale était vachement bien traité. Voilà. Je crois que c'était le premier roman d'Aurélie Wallenstein et je suis curieuse d'en lire d'autres. Par contre, j'ai trouvé que c'était assez classique dans la construction, mais plutôt bien mené. Ce roman-là, j'explique pas ce qui s'est passé. Voilà. J'ai eu un... Je crois que je l'ai lu en une nuit. J'arrivais pas à aller dormir tant que j'avais pas fini. C'est 10 battements de cœur de N.M. Zimmerman à l'école des loisirs. Ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, en Angleterre, et notamment pendant les bombardements de Londres. Je ne supporte plus les livres sur les deux guerres mondiales, pas parce qu'ils sont mauvais, mais il y en a eu tellement que je trouve que ça pollue le marché du livre et qu'il y a tellement d'autres choses dont on peut parler. Je ne dis pas que c'est une époque dont on ne doit pas parler, bien sûr, jamais je dirais un truc pareil, mais il y en a beaucoup. Et des fois, je trouve que c'est un cadre très facile pour créer du pathos et du suspense et du drame. Voilà, c'est très facile de faire un roman qui fait verser des larmes ou qui fait peur ou qui donne envie d'être en vie quand on le fait se passer pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, c'est mon avis. Mais celui-là, je ne sais pas pourquoi, je l'ai dévoré. Sans doute parce qu'il y a une pointe de fantastique. Donc on suit Isabella White et Andrew Chappell, qui sont les deux seuls enfants de deux familles qui sont unis par un lien mystérieux. Le premier-né des Chappell est toujours lié au premier-né des White, et dans une relation de subordination un petit peu étrange. Isabella, il faut qu'elle fasse très attention à ce qu'elle demande à Andrew, parce qu'en fait, il ne peut pas désobéir à ce qu'elle lui ordonne de faire. Par exemple, si elle lui dit « va te coucher », et ben même s'il n'est pas fatigué, il faut qu'il aille se coucher. S'il résiste à un ordre, il y a une espèce de lien magique qui le rend très malade. Enfin, vraiment, crise d'épilepsie, coma pendant 4 jours, c'est pas quelque chose de très chouette. On ne sait pas, enfin Isabella et Andrew ne savent pas trop d'où vient ce lien, mais c'est un contrat entre les deux familles et leurs deux pères sont liés par le même contrat et ils ont trouvé un moyen de s'en accommoder. Andrew n'est pas le domestique d'Isabella, il est plutôt une espèce de grand frère obligatoire. Et Isabella souffre énormément de ce lien parce que elle aime beaucoup Andrew, elle trouve que c'est un garçon merveilleux. Mais ce lien qu'il y a entre eux fausse toute leur relation. Elle aimerait que Andrew soit avec elle parce qu'il le décide et pas parce qu'il en est obligé. Et le récit commence surtout au moment où les enfants doivent être envoyés à la campagne en Angleterre pour éviter les bombardements nazis. Et là-bas, Andrew, qui a déjà 13 ou 14 ans, côtoie un voyou dans la maison où ils sont réfugiés, qui va lui donner le goût d'essayer de se libérer. Je ne peux pas vous en révéler trop sur le lien entre les deux, et d'ailleurs c'est expliqué dans le livre et j'ai trouvé que c'était efficace et ça fonctionnait bien. Mais en fait, l'existence de ce lien entre les deux personnages dans un contexte de guerre, quand on sait que si Isabella est blessée, Andrew est blessé, de la même blessure, voire beaucoup plus fort, il faut faire très attention l'un à l'autre parce qu'on y est obligé. Isabella, elle veut prendre soin d'Andrew parce qu'elle l'aime, mais elle ne sait pas si Andrew veut prendre soin d'elle parce qu'il l'aime ou parce qu'il y est obligé. Et ça fausse toute leur relation, et j'ai trouvé que c'était psychologiquement très intéressant à lire. Bien sûr, c'est pas du tout crédible, c'est un ressort fantastique qui a donné beaucoup de saveur à cette lecture, que j'ai absolument dévoré. J'ai adoré la lecture, j'ai trouvé que c'était hyper bien mené. Il y a plein d'informations historiques qui sont données sans que ça fasse cours d'histoire. Les personnages sont plutôt chouettes. J'ai beaucoup aimé toute la galerie de personnages. La résolution m'a beaucoup plu. Voilà, j'ai adoré ce roman. Je pense pas que ce soit un indispensable. Je pense pas que ça va devenir un classique. Mais c'était une immense bonne surprise quand je l'ai lu, et il s'est lu tout seul. Si jamais vous cherchez une bonne lecture prenante qui vous fait tordre un peu les tripes parce qu'on espère que tout va bien se passer, je vous le conseille. Vraiment, j'en reviens pas à quel point j'ai aimé ce livre. Mon gros coup de cœur de ce mois-ci, ça a été Circé de Madeline Miller. C'était pas une grosse surprise, hein. J'ai toujours aimé les réécritures de contes, de mythes, de légendes, surtout quand c'est d'un point de vue féministe. Je savais que ce livre était un carton, déjà depuis un moment, hein, ça fait quelques années maintenant qu'il est sorti. Je l'avais acheté lors de mon passage en Angleterre l'année dernière, et je suis tellement heureuse de l'avoir lu. Il est intelligent, bien écrit, prenant, on y réfléchit pendant des jours après l'avoir fini. Je pense vraiment que ce livre mérite d'être lu, si vous aimez les réécritures du point de vue de personnages silencieux.
Ici, on suit Circé. Donc Circé, c'est une magicienne qu'on retrouve dans plein de récits mythologiques, dont les origines et les destins changent selon ceux qui le racontent. Mais globalement, elle est surtout connue pour être la magicienne dans l'Odyssée qui change les marins d'Ulysse en cochons. Et sur l'île de laquelle Ulysse reste une année. Circé, dans ce roman, est une demi-déesse. Son père est Hélios, le dieu du soleil, et sa mère est une naïade. Et elle est l'aînée de leurs 3 enfants, mais elle est la plus fade. Elle n'est pas spécialement jolie. D'ailleurs, son nom veut dire, je crois, le faucon, parce qu'il trouve qu'elle a une tête d'oiseau. Elle a une voix désagréable. Ses 2 frères et sa sœur sont tous très beaux et dotés de pouvoirs de charmer, etc. Et elle s'ennuie terriblement dans le monde des immortels, où c'est que des banquets pour remplir des vies vides. Et elle a besoin de trouver un sens à sa vie. Les choses changent le jour où, très tôt dans l'histoire de la mythologie, elle assiste au supplice de Prométhée avant qu'il soit envoyé sur son rocher pour avoir donné le feu aux hommes. Et elle est la seule, une fois que tout le monde a quitté la pièce après qu'il se soit fait fouetter pendant des jours, à lui proposer à boire. Et en fait, elle va toujours se questionner sur mais pourquoi les dieux détestent-ils autant les hommes? Pourquoi ils leur font autant de mal? Qu'est-ce qu'ils ont les hommes? Pourquoi les mortels ça pose autant de problèmes aux dieux. Et tout ce questionnement va irriguer toute sa vie. Je ne vais pas vous en dire plus, parce que c'est au final, même si c'est un récit mythologique, donc avec du merveilleux et du fantastique, c'est surtout un récit d'apprentissage et de maturité, où on suit une femme depuis son enfance jusqu'à un âge très avancé, car elle vit plusieurs milliers d'années, qui va passer à travers plusieurs étapes pour finir par comprendre quelle était la quête de sa vie et ce à quoi elle était dédiée. Et j'ai trouvé que c'était merveilleux. J'étais plongée dans le roman, c'était très bien écrit. Il y a le plaisir aussi de voir plein de personnages mythologiques qui croisent son chemin et qu'on a envie de voir développer dans d'autres romans de façon aussi phénoménale. Voilà, moi j'ai absolument adoré. J'ai adoré la fin, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré les réflexions de Circé et le personnage qu'elle est. Je vous le conseille vraiment, si vous savez pas quoi lire, lisez Circé. Voilà, j'ai vraiment adoré. J'espère pouvoir un jour mettre la main sur Le Chant d'Achille, qui est l'autre roman mythologique qu'elle a écrit, Madeline Miller, qu'elle a écrit plusieurs années avant Circé. Ça m'intéresse beaucoup parce que je pense que ça va me donner envie de lire l'Iliade et l'Odyssée, cette histoire. Et voilà, c'est tous les romans que j'ai lus depuis fin mars. Je suis très contente de mon rythme de lecture. J'avais perdu le goût de la lecture et là il revient, ça fait plaisir. Ce sont que des livres qui étaient dans ma pile à lire, donc je me dis que c'est possible. On peut faire baisser cette pile à lire, on y croit les gars. Voilà, j'espère que je vais continuer comme ça tout le temps du confinement au moins, que ça serve au moins à ça. J'espère que vous ne vous mettez pas la pression, que vous vous dites pas oh là là, Jeanne de pile à lire, elle a réussi à lire une dizaine de romans en un mois, et moi je ne lis pas du tout, c'est chacun son truc, moi ça me fait du bien, il y a des gens qui vont pas en être capables, et c'est comme ça, on n'est pas dans une compétition. Voilà, dites-moi s'il y a un des livres dont je vous ai parlé qui vous a plu, et que vous avez envie de lire à votre tour. Pendant le confinement, n'hésitez pas à faire appel aux prêts de bibliothèques numériques, c'est tout à fait possible, il y a plein de médiathèques qui vous permettent d'emprunter des e-books, et j'ai vu qu'il y a de plus en plus de librairies qui permettent des click and collect, donc n'hésitez pas à soutenir vos librairies indépendantes le plus possible pour qu'elles ne sortent pas trop blessées de cette période économique très compliquée pour le milieu du livre comme pour tous les milieux du commerce. Voilà, donc je vous dis à très bientôt, j'espère vous revoir la semaine prochaine, et puis en attendant de vous revoir, je vous souhaite comme d'habitude d'excellentes lectures.